De nombreux romans et films policiers, dont le Copycat, 1995, de John Amiel avec Sigourney Weaver, nous ont familiarisés avec le thème du criminel imitateur des forfaits d'un autre pour mieux brouiller les pistes. Ces cas sont rapidement résolus par la police, mais il existe quelquefois des criminels suffisamment intelligents et rusés pour tromper les autorités, comme nous allons le constater dans cette affaire qui débute le 16 septembre 1977 dans le district de Winton, à Columbus, dans l'État de Géorgie. Dans sa maison, Fern Jackson, 60 ans, est violé, battu, puis étranglé, avec un bas nylon serré autour du cou. L'inspecteur Ronald Lynn note avec intérêt que l'assassin n'est pas un cambrioleur car un seul tiroir de la table de nuit a été ouvert. En évidence, on aperçoit une enveloppe de banque contenant des billets qui n'a pas été emportée. Des cheveux d'un homme noir sont trouvés sur place, mais rien ne prouve qu'ils appartiennent à l'assassin. Le même mode opératoire est utilisé 9 jours plus tard pour Jean Dimenstein, 71 ans, qui vit à quelques pâtés de maison de la première victime. Le 2 octobre 1977, Jérôme Livas est arrêté pour le viol et l'assassinat de Béatrice Brier, 55 ans. Brier est la petite amie de Livas, mais elle n'habite pas dans la région de Winton. Le 14 octobre, la police annonce que Livas est un suspect pour les crimes du Stocking Strangler, l'étrangleur au bas nylon. Quelques jours plus tard, il avoue même les assassinats de Fern Jackson et de Jean Dimenstein. Une semaine après, Florence Scheibel, 89 ans, et Martha Thurmond, 69 ans, le 23 octobre, sont étranglés dans des circonstances identiques au premier crime, alors que Jérôme Livas est sous les verrous. Il reste inculpé du meurtre de Béatrice Brier, mais la police doit toujours chercher le coupable des autres crimes. Peu de temps après, Livas signe des aveux pour indiquer qu'il est aussi l'assassin de John F. Kennedy et l'auteur du kidnapping du fils Lindbergh, commis dans les années 30. À une époque où il n'est pas né. À peine 5 jours plus tard, Kathleen Woodruff, 74 ans, est battue, violée et étranglée. Pour cette dernière, l'assassin ne s'est pas servi d'un bas nylon. Le 12 février 1978, Ruth Schwab survit à une attaque grâce à une alarme qu'elle active sur la table de nuit. Du coup, le mystérieux tueur se rend 2 immeubles plus loin pour violer et étrangler Mildred Borom, 68 ans. Au début du mois de mars, la police n'est pas plus avancée dans l'enquête du Stocking Strangler. Pour seul indice, les policiers savent qu'il s'agit d'un noir. Les crimes qui outrepassent les barrières raciales sont assez rares et comme toutes les victimes sont des femmes blanches âgées, la ville de Columbus commence à être la proie de tensions raciales qui menaceront sérieusement d'éclater en émeute si la situation persiste. Signé les forces du mal, le 3 mars 1978, le chef de la police de Columbus reçoit une étrange lettre manuscrite sur papier à en-tête de l'armée. « Cher monsieur, nous sommes une organisation de 7 membres. Je vous écris pour vous avertir que nous détenons prisonnière une citoyenne de Columbus. Elle se nomme Gail Jackson. Comme vos services sont déclarés que l'étrangleur était un noir, nous avons décidé de l'attraper nous-mêmes ou de vous forcer à agir. Gail Jackson est toujours en vie. Mais si l'étrangleur n'est pas arrêté avant le 1er juin 1978, vous trouverez son cadavre sur Winonton Road. S'il est toujours en liberté le 1er septembre, le nombre des victimes doublera. Inutile de vous préoccuper de l'origine du papier à lettres, car c'est un modèle courant. Vous avez jusqu'à dimanche pour nous répondre par voie de presse. Si vous voulez qu'elle ait la vie sauve, il faudra que vous nous versiez aussi une rançon de 10 000 $. Ne vous imaginez surtout pas que nous plaisantons. Force of Evil, les forces du mal. Croyant tout d'abord à une blague d'un goût douteux, le chef de la police de Columbus décide d'ignorer les menaces de cette mystérieuse organisation. Mais le contexte de tension raciale et la peur de fuite au sein de ses services le font changer d'avis, la lettre est rendue publique et le FBI est secrètement contacté. Vers la mi-mars, la police militaire de Fort Benning, une importante base militaire proche de Columbus, reçoit un appel du soi-disant porte-parole des forces du mal. L'inconnu s'étonne du manque de réaction des autorités au vu du risque encouru par Gail Jackson. Après étude de la lettre et de l'enregistrement téléphonique, l'agent du FBI Robert Ressler estime que cette organisation de 7 blancs qui menace de sacrifier une noire en représailles pour l'assassinat de 7 femmes blanches n'est qu'un écran de fumée. L'homme est un noir qui cherche à éloigner
les soupçons du suspect le plus probable, c'est-à-dire un proche de Gail Jackson. Quel est le motif d'une telle lettre? Puisque aucune Gail Jackson n'est portée manquante, l'agent Ressler pense que Gail Jackson est déjà morte et que le meurtrier cherche à brouiller les pistes. Le 3 avril, l'interlocuteur se manifeste une nouvelle fois auprès des autorités militaires de Fort Benning pour indiquer que le cadavre de Gail Jackson se trouve à 200 mètres de la caserne. Son corps est retrouvé et elle est identifiée sous son vrai nom de Brenda Gail Faison, une prostituée qui fréquente les bars proches de la caserne. Elle a disparu le 28 février 1978. L'agent du FBI peut maintenant dresser un profil du tueur, un homme de couleur de 25 à 30 ans, engagé volontaire, affecté à Fort Benning, probablement dans l'artillerie ou la police militaire. Pourquoi un militaire? À cause du papier ou de la destination des appels? Pas uniquement, car les indices les plus importants résident dans l'emploi d'un vocabulaire particulier, comme véhicule au lieu de voiture, ou le terme affirmatif qui revient à plusieurs reprises lors de la conversation téléphonique. Son élocution démontre une scolarité qui n'est pas allée jusqu'à son terme et un grade probable de sergent. Entre-temps, une nouvelle lettre des forces du mal parvient au chef de la police fin mars, annonçant qu'un second otage, Irene, a été kidnappée pour une mise à mort fixée au 1er juin. Les enquêteurs apprennent qu'une autre prostituée, Irene Tierkield, 32 ans, a disparu. Depuis le 16 mars, alors qu'elle a été vue pour la dernière fois en compagnie d'un soldat noir. Tôt le matin du 4 avril 1978, un appel anonyme indique à la police militaire où trouver le corps d'Irene Tierkield. Elle a été décapitée. Avec le profil de l'agent du FBI en tête, les enquêteurs interrogent les patrons et les clients des bars à prostituées de Columbus et des environs. 2 jours plus tard, ils apprennent le nom du souteneur des 2 victimes. Un certain William Hans, 26 ans, sergent artilleur à Fort Benning. Confronté aux enregistrements de sa voix, aux expertises graphologiques et aux empreintes de ses chaussures sur les lieux des crimes, William Hans avoue le meurtre des 2 femmes. Lors de ses aveux, il reconnaît un 3e crime commis le 6 septembre 1977, celui de Karen Hickman, une jeune femme blanche de 24 ans qui aime sortir avec des noirs. Elle les a tués à mort à l'aide d'un objet contondant, puis écrasés à plusieurs reprises. Une enquête minutieuse révèle que William Hans a tué une autre femme de couleur pendant qu'il séjourne dans la garnison de Fort Benjamin Harrison, dans l'Indiana. L'agent Robert Ressler croit que William Hans est aussi responsable du meurtre des 7 femmes blanches de Columbus, mais il s'est trompé sur ce point précis, et les événements vont se charger de lui prouver son erreur. Quant à William Hans, il est condamné à mort pour les meurtres de Gail Jackson Faison et Irene Tierkield. Son exécution se déroule le 3 mars 1994. L'étrangleur au bas nylon frappe à nouveau. Le 20 avril 1978, l'étrangleur au bas nylon fait à nouveau parler de lui lorsqu'on découvre le cadavre de Janet Coffer, 61 ans, dans sa maison de Columbus. La police continue les recherches pour retrouver la trace de divers objets qui ont été volés au domicile des victimes, comme ce pistolet dont un indicateur identifie le nouveau propriétaire qui vit en Alabama. Celui-ci reconnaît l'avoir acheté auprès de son neveu, Carlton Gary, un noir de Columbus. L'homme possède un casier judiciaire très chargé et son profil semble enfin correspondre à l'étrangleur au bas nylon. Né à Columbus le 15 décembre 1952, Carlton Gary est un garçon extrêmement intelligent. Mais son enfance était marquée par de nombreux drames. Rejeté par son père, il mange rarement à sa faim, au point qu'il doit souvent fouiller dans les poubelles pour se nourrir, et il souffre d'un violent traumatisme à la tête lors d'un accident dans la cour de l'école élémentaire. Bien des années plus tard, il résume son enfance par un laconique « Je n'ai pas eu de parents ». Son père le rencontre une seule fois lorsque Gary est âgé de 12 ans et il ne le revoit plus jamais. Sa mère est trop occupée à faire des ménages chez des vieilles femmes blanches de Columbus pour tenter de pourvoir à la survie de la famille. La plupart du temps, il est élevé par sa tante, qui travaille aussi comme femme de ménage chez des personnes âgées, ou par sa grand-tante. Pendant son adolescence, Carlton Gary prend des drogues dures et il commence sa carrière criminelle à l'âge de 14 ans. Il est arrêté pour vol, cambriolage, hold-up et voies de fait. 2 ans plus tard, il vit à Gainesville, en Floride, où il est condamné pour avoir mis le feu à l'épicerie d'un propriétaire blanc qui a porté plainte pour un chèque en bois de sa mère. On le surprend aussi en train de voler une voiture.
Entre-temps, il épouse une jeune femme, Sheila. Il s'évade de prison et fuit avec son épouse dans le Connecticut. Le couple donne naissance à 2 enfants. À Bridgeport, Gary connaît à nouveau des problèmes avec les autorités lorsqu'il agresse un officier de police. La famille et Gary prend la fuite pour l'État de New York et Albany, où Carlton s'embarque dans une carrière de musicien qui paraît prometteuse, puisqu'il obtient plusieurs engagements dans des boîtes de nuit. Au printemps 1970, Gary est toujours à Albany, où une série de viols aggravés de meurtres ciblent des femmes âgées. En mai, Marion Brewer est étranglée avec un drap de lit dans sa chambre d'hôtel et, 2 mois plus tard, c'est au tour de Nellie Farmer, 85 ans. Dans les 2 cas, la victime est allongée sur le ventre, la tête recouverte par des draps, comme si le meurtrier ne voulait pas voir le visage des femmes qu'il a tuées. Carlton Gary est arrêté comme suspect pour ce dernier crime et il reconnaît s'être trouvé sur place, mais dénonce un complice, John Lee Williams, comme étant l'assassin. Williams était condamné suite aux aveux de Gary qui échappe à des poursuites pour meurtre. Il est condamné pour vol et trafic de drogue. Le 22 août 1977, il s'évade de la prison d'Onondaga pour retourner dans sa ville natale de Columbus. Suite au dernier meurtre commis le 20 avril 1978, Carlton Gary se rend à Greenville, en Caroline du Sud, où pendant 8 mois, il dévalise des restaurants juste avant l'heure de la fermeture, la presse locale l'ayant surnommé le Steakhouse Bandit dès son arrestation à Gaffney. Alors qu'il s'apprête à commettre un nouveau hold-up, Carlton Gary avoue les différents braquages et il est condamné à 21 ans de prison. Chez un serial killer, il est extrêmement rare de constater une diminution dans la gravité des crimes, comme c'est le cas pour Carlton Gary, qui passe du viol et du meurtre à des braquages de restaurants. Parallèlement, les preuves de sa culpabilité dans les crimes de l'étrangleur au Banilon s'accumulent, même si les indices sont maigres, car Gary nie tous les faits. Pendant plus d'1 an et demi, les enquêteurs locaux estiment d'ailleurs qu'il est innocent de cette série de meurtres et il faut toute l'insistance de l'agent du FBI Robert Tressler, revenu de sa première erreur, pour faire basculer l'enquête. Une empreinte trouvée dans l'appartement de Nellie Farmer confond l'assassin. Carlton Gary est inculpé des meurtres de Florence Schaible, Martha Thurmond et Kathleen Woodruff le 4 mai 1984. En août 1986, les jurés délibèrent pendant 3 heures avant de le condamner à la peine de mort. Depuis cette date, Carlton Gary attend toujours son exécution dans le couloir de la mort.